l'heure de vous informer à présent les titres. Au sommaire de ce journal, le 25 mai prochain sera inauguré à la Riviera à Tobon, dans la commune de Cocody, le tout premier temple en Afrique de l'Ouest francophone de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Vous le suivrez dans ce journal, l'atelier de validation du schéma de planification, d'aménagement et de gestion de la réserve naturelle Mabiyaya pour la période 2024-2033. La période de Pâques dans le village de Ngwejo-Kongodia a été marquée par une double cérémonie, vous le verrez également dans cette édition. Et à Bandoukou, les autorités préfectorales, les élus, les cadres, directeurs et chefs de service, aux côtés de l'administration universitaire et l'ensemble des étudiants. Détail tout de suite. Bienvenue dans ce nouveau journal de la semaine, fidèles téléspectateurs de Business 24 Africa. En actualité, après 6 jours d'intenses activités, la 6e édition du marché ivoirien de l'artisanat a refermé ses portes le 27 avril à Abidjan. L'événement a tenu toutes ses promesses en valorisant ainsi le savoir-faire local et en mettant en avant le rôle majeur des femmes artisanes. Bilan dans cet élément commenté par Konina Norgo. Le rideau est tombé sur le marché ivoirien de l'artisanat MIVA 2025 après une semaine consacrée à l'artisanat ivoirien et africain. L'édition 2025 a réuni des milliers d'artisans venus exposer leur savoir-faire avec un accent mis cette année sur l'innovation et la transformation, d'autant plus que l'artisanat emploie 30% de la population active et participe à hauteur de 19,5% du PIB de la Côte d'Ivoire. Les innovations majeures de l'édition 2025 ont marqué les esprits, avec un espace dédié aux enfants, Miva Kids, pour une imprégnation dans l'environnement des métiers de l'artisanat, ainsi qu'un espace dédié à la promotion de l'art culinaire, de Miva Cooking, durant ces 6 jours. Dans l'avenir, nous envisageons de tenir des Miva éclatés en région, chaque année, pour plus de proximité avec nos chers artisans. Ces événements, en partenariat avec les districts, les régions et les mairies, permettront très certainement d'accroître leur capacité. Lors de ces niveaux éclatés, l'accent sera mis sur la formalisation, la formation et la recherche du financement des artisans. Le bilan est jugé très satisfaisant par les organisateurs, avec la participation active des pays invités comme la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud, nourrissant ainsi les espoirs du ministre Souleymane Diarra-Souba. La 6e édition du MIVA, placée sous le thème artisanat, femmes et transformation, a connu une forte mobilisation et j'ai été particulièrement impressionné par la qualité et la diversité des œuvres à travers l'exposition des produits, la présentation des services artisanaux et la création d'un cadre d'échange de savoir-faire. Cette 6e édition a remporté tous les paris en termes d'achat et de vente, de rencontres d'affaires, de visibilité et de positionnement d'IMIVA sur le piédestal des grandes foires internationales de l'artisanat. Cette 6e édition du marché ivoirien de l'artisanat MIVA avait pour thème Artisanat, femmes et transformation, une édition parrainée par la présidente du Sénat, Kandia Kamara. En actualité religieuse, sachez que le 25 mai prochain sera inauguré à la Riviera à Tobon, dans la commune de Cocody, le tout premier temple en Afrique de l'Ouest francophone de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Mais avant cette date qui consacre la mise à disposition de l'édifice aux fidèles chrétiens, le temple s'est tout de même ouvert aux hommes de médias ce lundi 28 avril. Parmi eux était Issa Badini. Suivez. Besoin d'aller à Londres, Johannesburg ou Accra pour les fidèles de l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Si l'idée bien sûr c'est de visiter un temple. C'est du moins ce que les premiers responsables de ce premier temple de cette église en terre ivoirienne ont voulu rassurer les fidèles chrétiens ivoiriens à travers cette visite guidée, toutefois sans caméra ni appareil photo. Un bâtiment cependant achevé à 100% et qui offre aux fidèles un temple aux standards internationaux.
Maintenant, avoir un temple ici où les membres, au lieu d'y aller une fois ou 2 fois par an ou une fois de toute leur vie, où ils peuvent aller régulièrement, est une excellente et grande bénédiction pour les membres de la Côte d'Ivoire. Nous voulons souhaiter la bienvenue et inviter tous ceux qui ont le désir de venir visiter le temple pendant ces journées portes ouvertes à venir le faire autant qu'ils le veulent. Et que le Seigneur a dit à Pierre que ce que tu lieras sur la terre pour également être lié aux cieux. Et nous pensons dans l'Église de Jésus-Christ des Saints derniers jours que si nous lions une famille ou un couple dans cette maison du Seigneur qui est le temple aujourd'hui, cette famille à la résurrection peut se réunir et demeurer une famille éternelle en la présence de notre Père Céleste. À part le mariage, il y a ce que nous appelons les baptêmes en faveur de nos morts qui sont décédés sans avoir connu l'Évangile. Nos ancêtres qui sont passés il y a plusieurs décennies, qui n'ont jamais connu cette Église. Nous pouvons accomplir des baptêmes que nous appelons par procuration, c'est-à-dire en leur faveur, s'ils acceptent également l'Évangile, afin qu'ils soient sauvés. Parce que nous sommes connectés en fait, nous les vivants et nos ancêtres. Une superficie de 13 110 mètres carrés, dont 1613 de bâtis. Le bâtiment est doté d'une ossature standard en béton armé, comprenant des colonnes, des poutres et des dalles suspendues, avec remplissage en blocs de béton. La hauteur du bâtiment est de 25 mètres. Premier temple des saints des derniers jours en Afrique de l'Ouest francophone, la consécration de l'édifice, l'ouvrant officiellement aux fidèles, est prévue pour le 25 mai prochain. En attendant, le public peut tout de même visiter son temple en profitant de ces journées portes ouvertes qui s'étendront jusqu'au 17 mai. L'église des Jésus-Christ des Saints des derniers jours compte environ 63 000 fidèles en Côte d'Ivoire et son histoire avec le pays remonte aux années 80. En actualité également, réunis le vendredi 25 avril au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, acteurs institutionnels, partenaires techniques et privés ont échangé autour des enjeux et opportunités de l'économie bleue en vue de la mobilisation de ressources financières et techniques pour un développement durable. Une table ronde qui marque un tournant dans la volonté de la Côte d'Ivoire de tracer les grandes lignes d'une stratégie nationale pour mieux exploiter ses ressources maritimes et côtières. Ce projet est porté par le ministère des Ressources animales et halieutiques avec l'appui de la FAO et financé par l'ABAD. Ce reportage est signé Générosa Kouadio. Exposer le potentiel du secteur de l'économie bleue en Côte d'Ivoire afin d'attirer les ressources et accélérer son développement. C'est l'objectif de cette table ronde organisée en marge du Forum sur l'économie bleue. Une initiative du ministère des Ressources animales et halieutiques avec l'appui technique de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et le financement de la Banque africaine de développement. Le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire affirme son engagement à faire de l'économie bleue un pilier structurant du développement national en l'intégrant de manière prioritaire dans le plan national de développement, les politiques sectorielles, les stratégies territoriales et les instruments de planification budgétaire et d'investissement public. En présence du représentant de la FAO en Côte d'Ivoire et du directeur de cabinet du ministre du Plan et du Développement, les échanges ont mis en lumière l'importance d'une gestion durable des ressources. Les partenaires, on a convenu qu'on va utiliser tous les outils qu'ils ont à notre disposition pour en bloquer tous les financements qui sont possibles. On va travailler sur ce dossier, sur le leadership du ministre. Aujourd'hui, nous avons semé les graines d'un avenir prometteur. Demain, il nous faudra en suivre la croissance en assurant un suivi rigoureux des engagements pris, une mobilisation continue des ressources et l'évaluation régulière des progrès enregistrés. Cette table ronde marque ici une étape décisive dans l'engagement de la Côte d'Ivoire à tirer pleinement parti de son potentiel maritime. L'économie bleue représente environ 15% du PIB de la Côte d'Ivoire, selon les estimations du gouvernement et de la FAO.
Cérémonie des awards des meilleurs acteurs de l'émergence de la Côte d'Ivoire dans cette édition. Le groupe Afrique Vérité a organisé sa 22e cérémonie de distinction au terme de laquelle plusieurs acteurs ont été distingués. Cette cérémonie est la reconnaissance et la récompense des acteurs de différents secteurs d'activité qui concourent à l'émergence de la Côte d'Ivoire, nous dit Pierre Tebeu. Les cérémonies d'Afrique Vérité se suivent mais ne se ressemblent pas. Ce 25 avril 2025 encore, plusieurs personnalités issues de différents secteurs d'activité ont été récompensées. Si la raison qui guide cette structure Afrique Vérité est de promouvoir l'excellence et le mérite, elle a le mérite également de mettre en lumière les hommes et les femmes qui œuvrent au quotidien pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Un choix qui s'opère après un sondage. En chaque distinction, il faut voir derrière des héros et des héroïnes, des personnes qui portent au quotidien le bleu de chauffe pour l'avancement de notre société et de notre pays, de notre continent, voire de l'humanité. Mais au terme d'une enquête d'opinion qui a duré plusieurs mois, il nous a fallu faire des choix aussi difficiles. L'un des secteurs qui suscite une attention particulière et qui s'est fait distinguer ce soir lors de cette édition, les Awards de Afrique Vérité, c'est celui de l'immobilier qui travaille avec des entreprises agréées, tant dans le domaine de l'aménagement que du foncier. On travaille au quotidien à améliorer le secteur immobilier ici en Côte d'Ivoire. Et donc ce prix-là vient couronner quand même quelques années d'efforts. Donc vraiment ça nous réjouit. C'est un grand plaisir, ça fait honneur. Une joie qui se mesure et dont les récipiendaires apprécient à juste titre. Ce prix me rappelle que le travail bien fait porte toujours ses fruits. Et il me rappelle également qu'il faut travailler davantage pour pouvoir mériter encore d'autres prix à venir. Il vient nous galvaniser, surtout en ces moments où l'immobilier est vraiment critique en Côte d'Ivoire. Ce prix-là vient nous rassurer, vient nous dire que nous sommes sur le bon chemin et vient nous donner vraiment de la vigueur, de l'ardeur pour le travail. Cette cérémonie, qui a sa 22e édition, se veut une activité de reconnaissance et de récompense des acteurs de différents secteurs d'activité qui concourent à l'émergence de la Côte d'Ivoire en particulier et de toute l'Afrique en général. Chacun est reparti avec l'intention de revenir glaner d'autres récompenses. Ils sont pour les uns en fin de premier cycle, les autres deuxième. Eux, ce sont les étudiants des centres du cursus d'expertise comptable et financière de l'UMOA, de l'INPHB de Yamoussoukro et de l'UFR Sciences économiques de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Le vendredi dernier, c'était la remise des parchemins à l'UFR Sciences économiques et gestion à Cocody. C'était en présence de Issa Badini. Ils sont désormais détenteurs du diplôme d'études et de gestion financière d'ECOGEF pour les uns et d'ESCOGEF, diplôme d'études supérieures de comptabilité et de gestion financière pour les autres. Une vingtaine d'hommes et de femmes qui reçoivent ici parchemin et félicitations après 5 ans de dur labeur pour les premiers et 3 ans pour les seconds. C'est une grande satisfaction parce qu'il faut dire que nous faisons partie de la première promotion qui est sortie il y a de cela 2 années. Donc c'est une immense joie de revenir ici pour pouvoir nous célébrer parce que c'est beaucoup d'efforts que nous avons donnés pour pouvoir obtenir ce sésame-là. Au début, je voulais devenir expert comptable. Voilà. Donc, puisque c'est un programme UMOA, je me suis dit que c'était le programme idéal qui traitait des situations africaines, purement africaines. d'ECOGEF, d'ESCOGEF, le programme universitaire est de l'Union monétaire ouest-africaine, exécuté par plus d'une dizaine de centres de formation supérieure dans l'Union et même au-delà. En Côte d'Ivoire, le programme est logé à l'INPHB et issu de l'UFR Sciences Éco de Cocody. Ce diplôme a plusieurs plus-values, mais la plus marquante, c'est que l'Afrique de l'Ouest africanise l'expertise comptable tout en restant conforme aux normes internationales en matière d'expertise comptable. Je sais quelle est la souffrance, je sais les difficultés liées à l'obtention de ce diplôme. Ce n'est pas un petit diplôme. Moi, je pense que c'est le plus grand diplôme. Outre Madame le maire de Séguéla,
Cette cérémonie de remise de diplômes d'ECOGEF et d'ESCOGEF s'est également déroulée sous le regard du président de l'université Félix Houphouët-Boigny, du secrétaire permanent du cursus ou encore du coordinateur du centre de l'INPHB. Quant aux nouveaux diplômés, ils ont désormais le chemin tout tracé vers le DECOFI, diplôme d'expertise comptable et financière, diplôme de niveau doctoral commun aux 8 États de l'Union. Poursuivons cette édition, le programme À voix égales, mis en œuvre par l'Agence française de développement des médias, Canal France International, a été officiellement clôturé à Abidjan-Cocody à l'issue de 2 années d'activité en Côte d'Ivoire et au Ghana. Ce programme vise à renforcer la représentation des femmes dans les médias des précisions avec Sandrine Kwame. Valoriser l'expertise féminine dans le journalisme et promouvoir une meilleure inclusion dans les rédactions et à l'antenne. Tel est le sujet qui anime les discussions de cette rencontre qui marque la clôture du programme À voix égale. Selon le directeur Afrique de Canal France International, le projet s'inscrit dans une logique régionale avec une volonté de faire collaborer 2 pays aux langues différentes, le Ghana et la Côte d'Ivoire, pour des médias plus inclusifs. Ce que je retiens de la cérémonie de ce matin, c'est d'abord l'engagement très fort de la Fondation des médias pour l'Afrique de l'Ouest, pour l'agenda de l'égalité homme-femme. Déplorant une représentativité féminine encore partielle dans les médias, les femmes journalistes ont été invitées à s'impliquer davantage, aussi bien à l'écran que dans les rédactions. Ces assises-là ont permis de planter un peu, de faire un diagnostic de l'inclusion des femmes professionnelles des médias. Et je crois que c'est une initiative qui est à saluer, étant donné que la problématique aujourd'hui de genre, elle est transversale à tous les domaines. Lancé en septembre 2023 à Accra, le programme À voix égale a pour objectif de lutter contre les stéréotypes de genre. 3 volets principaux ont structuré son déploiement, à savoir des formations en journalisme sensibles au genre, un programme pair à pair entre managers de médias des 2 pays et des consultations avec les institutions et autorités de régulation. Parlons sport dans ce journal. La 2e édition du tournoi de football des assureurs a été lancée le samedi 26 avril au complexe sportif Cheikh Anzoumana de Trècheville. En l'absence du président de l'association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, l'ASACI en sigle, c'est son directeur exécutif qui a donné le coup d'envoi de la compétition. Il a placé cette 2e édition du tournoi des assureurs sous le signe du fair play et de la convivialité. Compte rendu de la première journée de ce tournoi avec notre reporter Philippe Zabo. Tout était réuni pour de beaux matchs de football ce samedi 26 avril à Trècheville. Un soleil radieux, une pelouse impeccable et une belle ambiance dans les gradins. Pour la première journée de leur tournoi, les assureurs ont répondu présents, soutenus par le directeur exécutif de l'ASACI. Ce dernier a donné le coup d'envoi en plaçant la compétition sous le signe du fair play. Il faut dire que cette activité vise à rapprocher les professionnels du secteur de l'assurance, étant donné que le football est un facteur de cohésion, de rapprochement. L'édition de cette année, nous l'avons placée sous le signe du fair play, de la convivialité. Alors pour nous, ce que nous attendons, au-delà des rencontres techniques, des séances de travail dans les bureaux, nous avons voulu qu'ils sortent pour pouvoir se rencontrer, jouer au football et assurer ce lien d'amitié et de fraternité entre les professionnels du secteur de l'assurance. 2 matchs ont marqué cette première journée. Le premier, très serré, a vu la victoire d'Atlantic Assurance face à Willis Towers Watson sur le score de 3-2. Le second a été sans appel. La CNPS a largement dominé Serenity sur le score de 10-0. Les coachs des équipes victorieuses ont exprimé leur satisfaction après cette belle performance. On a mené 2-0, après on s'est fait rattraper, mais bon, on avait quelques réserves quand même. On avait quelques réserves et Dieu merci, ça a pu porter. Voilà, et puis on a le score final, quoi. Ça n'a pas été facile, c'est le système mis en place. Je ne peux pas vous dévoiler ça. Voilà, fallait juste travailler, circuler le ballon et attendre l'adversaire
Et quand il sort, il crée des brèches et nous on profite des brèches pour jouer sur le côté ou bien dans l'axe, ce qui a apporté tout ça. La FIFCOR a également marqué son intérêt pour la compétition en supervisant les rencontres. Aujourd'hui, c'est la première journée des assureurs. Donc l'association des assureurs décide de commencer leur championnat. Donc il est tout à fait normal et bien indiqué de venir superviser un peu. Voir dans quelle mesure on pourrait même sélectionner quelques joueurs ici parce qu'on a en vue d'organiser la CAN des entreprises en 2027. Cette année, 18 équipes contre 14 l'année dernière s'affronteront pour désigner le vainqueur en juillet 2025. Qui récupère le ball depuis René Schiller. On va sur le vite. Est-ce que c'est signalé, non? Est-ce que c'est... À l'intérieur de la Côte d'Ivoire, dans le cadre de la protection et de la conservation durable de la réserve naturelle de Mabiyaya, un important atelier de validation du schéma de planification, d'aménagement et de gestion de la réserve naturelle Mabiyaya pour la période 2024-2033 s'est tenu à la préfecture d'Adjoupé le vendredi 25 avril. Ce PAG piloté par l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR en sigle vise donc à concilier conservation de la biodiversité et développement des populations riveraines. Ce reportage est rendu par Walter Kofi. Réputée pour sa biodiversité et ses richesses écologiques, la réserve naturelle de Mabiyaya est aujourd'hui confrontée à diverses pressions liées à l'activité humaine. Une préoccupation qui était au centre d'une rencontre en vue de concevoir une réponse stratégique. Élaborée par l'Office ivoirien des parcs et réserves, cette opération marque une étape clé pour la mise en œuvre des actions concrètes en faveur de la protection de ces terres protégées. On vous a dit notre vision dans le plan d'ici 2050, c'est de restaurer carrément cette réserve-là, bien la protéger, parce que ces sites-là, on les protège pour la recherche scientifique et puis pour l'écotourisme. Ce document renferme les grandes orientations stratégiques de la gestion de la réserve naturelle de Mabiyaya sur les 10 prochaines années. Les grandes activités que l'OIPR entend réaliser sur une période de 10 ans pour la préservation et la conservation de ces terres protégées. Donc ce document tourne autour des 6 axes de gestion qui sont les fonctions de gestion, notamment la surveillance et la protection, les mesures riveraines, le suivi écologique et la recherche, les aménagements, ainsi que la gestion de ces terres protégées. Durant l'atelier, les participants ont examiné en détail les différentes composantes du plan. Des recommandations ont été formulées pour garantir l'efficacité de la mise en œuvre. Les participants ont réaffirmé leur engagement à accompagner les actions du PAG et renforcer la sensibilisation des populations sur les enjeux. Nous avons fait prendre conscience à la population que les réserves, contrairement aux forêts classées, n'admettent pas l'intrusion humaine. Et je pense que c'est cette sensibilisation apportée aux populations qui a impacté pour le déclassement d'une partie de la réserve. Nous allons continuer dans cette voie-là. Notre mission autour de la réserve naturelle de Mabiyaya, c'est vraiment d'appuyer les populations au développement local par l'élaboration de plans de développement locaux et de financer un des projets prioritaires. Il faut rappeler que la réserve naturelle de Mabiyaya est une aire protégée située dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Elle est sous la tutelle du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Randono Angbejo Kongodia, village situé dans la sous-préfecture de Sakassou. Nous l'avons dit en titre, la période de Pâques dans ce village a été marquée par une double cérémonie, à savoir l'investiture du président de la MUDESCO et l'inauguration du château d'eau du village. Commentaire, Walter Kofi. Les populations de Mbedjo Kongodia n'oublieront pas de sitôt la Pâques 2025. Ce village situé dans la commune et sous-préfecture de Sakassou, région de Beke, a vécu au rythme d'une double cérémonie longtemps attendue. L'investiture du président de la MUDESCO
entendez mutuelle pour le développement économique et social de Ngbedio Kongodia et de tout son bureau. C'est désormais à ces filles que revient la lourde tâche d'œuvrer au développement du village et compte se positionner en interface entre l'infraction urbaine et rurale, moderniser l'espace urbain et œuvrer au développement économique et social des populations. Les prochaines œuvres sont nombreuses, j'allais dire, parce qu'un développement n'a jamais de fin. Tout développement est dynamique. Nous avons en chantier la construction du foyer polyvalent. Nous avons même posé la première pierre en 2023 par le ministre Efrazi Koufi. Et donc après le château d'eau, comme l'eau est source de vie, après le château d'eau, nous allons penser à la construction de foyers polyvalents. Autre temps fort de la PAC 2025 de Ngbedio Kongodia, l'inauguration du château d'eau du village. Ici, c'est un rêve caressé depuis longtemps qui vient de voir sa réalisation. Il est le symbole de l'unité, de la solidarité entre les ressortissants du village. Ce château d'eau a été financé par les fils et filles de Ngbedio Kongodia. Aujourd'hui, quand je vois toutes ces choses autour de moi et moi-même, mes yeux voient et mes mains touchent, je rends grâce au Seigneur. La PAC 2025 à Ngbedio Kongodia a également été marquée par des activités culturelles, éducatives et sportives. Un bal poussière a fait suite à la soirée des récompenses et des reconnaissances. Direction le village d'Ia où la culture était à l'honneur avec la deuxième édition du Sangui Beach. Entre danse traditionnelle et retrouvailles festives, les jeunes se sont réappropriés leur patrimoine sous le regard bienveillant de Sa Majesté Nanon Adjoubia Koni Ier. Un événement placé sous le signe du retour aux sources. Encore une fois, le commentaire de Walter Kofi. Sur la plage du village d'Eya, des jeunes en pleine démonstration de danse traditionnelle, l'Abodin. Nous sommes à la deuxième édition du Sangui Beach, un événement qui se veut culturel avec pour objectif principal de ramener les jeunes à s'attacher à leur culture, d'où le choix de Sa Majesté Nana Messou Adjoubia Koni Ier, roi des Aïn Soye, pour parrainer cette cérémonie. Les Soye principalement, pour moi, étaient un peuple méconnu. Je ne savais pas du tout. C'est pendant les tournois et autres que j'ai découvert vraiment qu'il y a vraiment un peuple qu'on appelle Soye dans la région du Sud Congo. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative de les inviter afin de les faire savoir, pour faire savoir aux autres qu'en dehors de tout ce que nous savons comme peuple du Sud Congo, il y a aussi le peuple Soye qui est. Pour le peuple Soye, invité d'honneur à cette cérémonie, en compagnie de leur roi, la culture est essentielle pour l'existence d'un peuple. Et je souhaite que dans la région du Sud Congo, plusieurs villages suivent l'exemple de Ia. Cela va permettre aux enfants de s'épanouir et puis d'apprendre nos traditions. Et ça, c'est très important. Les participants au Sangui Beach ont fortement apprécié cette volonté de retour aux sources culturelles qu'adopte l'événement. Heureusement qu'il y a encore du reste. Heureusement qu'il y a des gens qui essaient de pérenniser cette culture et qui apprennent à la nouvelle génération tout ce que nos ancêtres nous ont laissé. Des jeunes gens de 6 ans, 7 ans, des jeunes gens de 10 ans qui dansent comme le faisaient nos parents avant. Avec le Sangui Beach, l'objectif est clair, redonner à la jeunesse le goût de la tradition en mettant la culture au cœur de la fête. Toujours
à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, fini les longues et épuisantes corvées à Bémou. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, accompagné de la ministre Mariatou Koné, députée maire de Boundiali, ont inauguré cette station de traitement d'eau, ce qui va améliorer la qualité des vies de population, un vœu cher au chef de l'État, Alassane Ouattara. Cette nouvelle station intervient donc après celle de l'unité compacte d'agrément de Boundiali. Suivez. C'est fait. L'inauguration de la nouvelle station de traitement d'eau potable de Guémou par le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Boaké Fofana, en présence de la ministre de Mariatou Koné, ministre en charge de l'Éducation nationale, député maire de Boundiali. Ça nous a soulagés en matière d'eau parce que nos mamans partaient puiser l'eau derrière le village, peut-être à 2 km. Puiser l'eau sur les puits avec les calebasses la nuit, et les serpents, les scorpions qui les piquaient vraiment. Nous remercions le président de la République. Cette infrastructure permettra de desservir non seulement la population de Boundiali, mais aussi de Kolia, Kouto et plusieurs villages environnants de la Bagoué. La ministre Mariatou Koné a mis en exergue les retombées positives de cet accès à l'eau potable avant de saluer le président de la République pour toutes ces actions posées. Quel bonheur et quelle joie d'être ici ensemble pour fêter cette usine, symbole vivant de la Côte d'Ivoire solidaire et moderne, portée par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Cette inauguration traduit l'action constante, soutenue par la volonté et le leadership du président de la République, d'apporter et d'améliorer la qualité de vie des populations vivant en Côte d'Ivoire, en vue de permettre à tous d'accéder à une vie décente. La cérémonie qui nous réunit ce jour s'inscrit dans la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a pris l'engagement d'apporter de l'eau potable dans toutes les contrées de Côte d'Ivoire. C'est pour traduire cet engagement qu'il décida au dernier trimestre de l'année 2020, il y a 4 ans, de lancer un projet structurant de renforcement de l'alimentation en eau potable de 12 villes. Cette sympathique cérémonie d'inauguration de la nouvelle station de traitement d'eau s'est soldée par plusieurs danses de réjouissance. Enfin, à Bandoukou, les autorités préfectorales, les élus, les cadres, directeurs et chefs de service aux côtés de l'administration universitaire et l'ensemble des étudiants pour la traditionnelle ont à l'unisson participé à la cérémonie d'honneur à l'emblème national avec pour objectif promouvoir le civisme, l'éveil patriotique et l'amour du drapeau auprès des étudiants à venir de la Côte d'Ivoire de demain. On en sait plus avec Anissé Kouadio. Université de Bandoukou. Ce matin, traditionnelle cérémonie d'honneur à l'emblème national. En choisissant le cadre de l'université, les autorités ont pour vision de promouvoir le civisme, l'éveil patriotique et l'amour du drapeau auprès de ces jeunes étudiants à venir de la Côte d'Ivoire de demain. Un cadre entre guillemets mal formé, c'est un véritable drame pour le pays. Il faudrait que ce soit des gens bien formés et travailler convenablement pour le développement de notre pays. L'ensemble des 1090 étudiants et les enseignants-chercheurs permanents, tous les agents du personnel administratif et technique, avec à leur tête le président de l'université de Bandoukou, ont salué la tenue de cette cérémonie d'honneur à l'emblème national, important pour leurs étudiants, qui leur permettra d'avoir les notions du respect des symboles de la République, des institutions ainsi que des autorités qui les incarnent. Monsieur le préfet de l'université de Bandoukou, c'est aujourd'hui 1090 étudiants. C'est des étudiants à qui nous inculquons les valeurs citoyennes. Ces étudiants ont été instruits par les autorités préfectorales sur l'éveil patriotique, l'unité nationale, tout en les invitant à se concentrer sur leurs études afin de faire barrage aux violences en milieu universitaire. C'est bien stimulant pour nous car à chaque fois que nous faisons le salut aux couleurs, l'administration nous rappelle tout le temps de pouvoir respecter les valeurs de notre pays, de travailler au sein de notre université pour pouvoir être des citoyens modèles. Cette cérémonie d'honneur à l'emblème national représente pour nous une fierté. Cela nous stimule à mieux travailler, à mieux prendre au sérieux les études. Former des citoyens modèles, amoureux de leur pays, c'est la vision de la préfecture de Bandoukou à travers l'organisation de cette cérémonie d'hommage à l'emblème national au sein de l'université de Bandoukou qui a ouvert officiellement ses portes le 2 octobre 2023. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Les programmes se poursuivent sur la première chaîne panafricaine économique. Au revoir.